Et si les pires épidémies revenaient? Non par hasard, mais parce que nous les avons permises. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les humains utilisent encore des vaccins contre les maladies, mais ces progrès disparaissent aujourd'hui. Des maladies autrefois disparues réapparaissent. Quels tueurs vont frapper en premier? Et à quel point cela pourrait-il devenir grave? Numéro 8, la fièvre jaune, l'une des maladies les plus dangereuses, revient et une seule piqûre de moustique suffit. La maladie reste présente dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Caraïbes, dont Trinité et Tobago. Le nom provient d'un de ses symptômes, une teinte jaunâtre de la peau due à l'infection. Les victimes présentent fièvre, maux de tête, frissons, perte d'appétit, nausées et fortes douleurs musculaires, souvent dans le dos. Et c'est ce qui rend la fièvre jaune si difficile à détecter à ses débuts, surtout sans aide médicale. En plus de cela, les symptômes sont généralement de courte durée, durant environ 5 jours. Cependant, leur disparition n'écarte pas le danger, car c'est alors que la fièvre jaune peut frapper. Environ 15% des cas voient la fièvre jaune réapparaître, accompagnée de douleurs abdominales intenses et parfois de lésions hépatiques. Cela provoque le jaunissement rapide de la peau, signe clair d'aggravation. À ce stade, il y a un risque accru d'hémorragies internes et de graves complications rénales. Un vaccin sûr et efficace contre la fièvre jaune existe, et de nombreux pays exigent la vaccination des voyageurs internationaux. Une seule dose suffit à protéger une personne à vie. Mais sans cette injection, il est plus difficile de prévenir les épidémies de fièvre jaune. En Afrique, 124 cas de fièvre jaune ont été signalés dans 12 pays en 2024, dans les régions les plus touchées. Et cela malgré le fait que la maladie est fortement diminuée au cours de la dernière décennie, grâce aux vastes campagnes de vaccination. Mais au début de cette année, la tendance a de nouveau commencé à s'inverser. L'Organisation mondiale de la santé recense déjà 131 cas dans 4 pays des Amériques. Des efforts visent à réduire la population d'Aedes aegypti, moustique transmettant la maladie. Mais cela ne suffira pas à empêcher l'apparition de nouveaux cas. Sans détection rapide des infections, seule la vaccination massive peut prévenir les épidémies. Le pire, c'est que la fièvre jaune ne se traite pas spécifiquement. Une fois contractée, il faut juste gérer les symptômes. Et pour ceux qui développent une forme grave de la maladie, environ la moitié d'entre eux mourront. Il existe des moyens de gérer les symptômes de la fièvre jaune, même si elle n'est pas guérissable. Cette prochaine maladie dangereuse présente des symptômes encore plus graves et reste presque aussi mortelle. Numéro 7. Peu de maladies frappent aussi vite que la méningite. Elle attaque les membranes protectrices, autour du cerveau et de la moelle épinière, connues sous le nom de méninges. Lorsque ces membranes enflent, elles exercent une pression dangereuse sur les organes les plus vitaux du corps, et cette pression peut être mortelle. Bien qu'il existe une forme virale de la méningite, la forme bactérienne est bien plus grave. Et elle peut causer des lésions cérébrales, des crises, une paralysie, des accidents vasculaires cérébrales, et parfois tuer en quelques heures. Comme si tout cela n'était pas déjà assez grave, les experts ne sont même pas toujours capables d'expliquer pourquoi la méningite survient. Parfois, les patients peuvent la contracter à cause d'un système immunitaire affaibli. D'autres fois, une blessure à la tête peut entraîner une infection. Bien que la méningite soit la plus fréquente chez les nourrissons de moins d'1 an, elle peut également toucher les étudiants universitaires, vivant en dortoir ou dans d'autres environnements surpeuplés. Les adultes ayant certaines conditions de santé préexistantes, ou un système immunitaire affaibli sont également à risque de développer une méningite bactérienne. En 2024, les cas de méningite ont fortement augmenté en Afrique, et cette hausse a continué en 2025. Au cours des 3 premiers mois de l'année, plus de 5000 cas ont été signalés dans environ 22 pays différents, avec près de 300 décès dus à l'infection. Cela représente déjà près d'un cinquième des quelques 26 000 cas signalés en 2024, une année, qui a également enregistré près de 1400 décès répartis dans 24 pays. La souche la plus virulente de la méningite est Haemophilus influenzae type B, ou Haemophilus influenzae type B. Elle provoque la méningite dans plus de la moitié des infections, entre 50 et 60%. Aux États-Unis, le Haemophilus influenzae type B était la principale cause de méningite chez les nourrissons et enfants, avec environ 20 000 cas invasifs annuels. Près des 2/3 de ces cas devenaient des méningites. Les autres provoquaient des maladies graves comme la pneumonie, des infections sanguines ou l'inflammation de l'épiglotte, protégeant le larynx et la gorge. Avant que le vaccin contre le Haemophilus influenzae type B ne soit disponible en décembre 1987, un enfant sur 200 âgés de moins de 5 ans
développait une forme invasive de la maladie, Haemophilus influenza type B. Depuis le vaccin conjugué contre le Haemophilus influenzae type B, ces cas ont chuté d'environ 98%. Entre 1994 et 1998, moins de 10 décès annuels dus à une maladie invasive à Haemophilus influenzae type B ont été signalés. Alors qu'elle était courante et pouvait ruiner des vies, voire être mortelle, la plupart des pédiatres n'ont aujourd'hui jamais rencontré de cas de maladie liés au Haemophilus influenzae type B. Arrêter la vaccination contre l'une des principales causes bactériennes de la méningite entraînerait une forte hausse des cas et des décès, dus à la maladie invasive, à Haemophilus influenzae type B. Et la méningite est loin d'être la seule bactérie dangereuse qui existe. Numéro 6. Celle-ci est vraiment méchante. La diphtérie, causée par la bactérie Corynebacterium diphtheria, produit des toxines pouvant provoquer de graves troubles cardiaques et nerveux. La mortalité de la diphtérie est généralement de 5 à 10% moins élevée que pour d'autres maladies citées. Cependant, il peut atteindre jusqu'à 20% chez les jeunes enfants ou les personnes très âgées s'ils sont exposés à la bactérie. La diphtérie débute généralement par un mal de gorge et de la fièvre, sans gravité apparente. Les infections plus graves peuvent aussi former des plaques grises ou blanches dans la gorge. Celles-ci peuvent en fait devenir suffisamment grandes pour bloquer les voies respiratoires d'une personne, provoquant une toux rauque et aboyante. Les ganglions lymphatiques du visage enflent, provoquant un gonflement cervical. La diphtérie peut entraîner d'autres complications, telles qu'une myocardite, une inflammation des nerfs, des problèmes rénaux et des saignements liés à un faible taux de plaquettes. Dans les années 1920, la diphtérie était l'une des principales causes de maladies et de mortalité chez les enfants aux États-Unis. Rien qu'en 1921, plus de 206 000 cas de diphtérie ont été signalés, avec plus de 15 000 décès. Après le développement du vaccin, en 1923, le nombre de cas a rapidement chuté, si bien qu'en 2000, un seul 2 cas ont été signalés dans tout le pays. Bien que les cas de diphtérie soient rares aux États-Unis, cela reste une menace. La bactérie continue de circuler et de se transmettre entre personnes. En 2003, un homme de 63 ans, non vacciné ayant voyagé en Haïti, est mort de diphtérie, rappelant la vulnérabilité de nombreux adultes américains. Depuis 1977, le dépistage de la diphtérie révèle que près de 30% des 60-69 ans ne sont pas protégés. Leurs organismes manquent un apport d'antitoxines suffisante pour lutter contre la maladie. Avec l'aide des voyages internationaux, les cas de diphtérie augmentent dans différentes parties du monde. Mettre fin au programme de vaccination pourrait mener à une catastrophe, et il n'est pas nécessaire de remonter très loin dans l'histoire pour s'en rendre compte. Après la chute de l'Union soviétique, les systèmes de santé des nouveaux États se sont effondrés, privant une grande partie de la population de vaccination. Cela a provoqué une vague d'épidémies de diphtérie dès 1990. En 10 ans, plus de 150 000 cas signalés et plus de 5 000 décès. Même si son taux de mortalité était inférieur à la méningite ou la fièvre jaune, la diphtérie est classée plus haut à cause d'un problème grave. Avoir déjà été infecté par la bactérie ne prévient pas toujours une personne d'une réinfection. Le moyen sûr d'éviter cette maladie est d'avoir l'antitoxine adéquate, obtenue par vaccination. Mais si vous pensiez que ce que la diphtérie peut faire à la gorge était grave, attendez d'entendre parler du numéro 5. Le tétanos est provoqué par des bactéries présentes dans les déjections animales, la terre et la poussière. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas assez de désinfectants dans le monde pour l'éradiquer. Le tétanos résiste à la plupart des nettoyants antibactériens. Son autre nom, le trismus, indique bien ses symptômes. Il peut provoquer une raideur des muscles du visage, jusqu'à ce que la mâchoire se verrouille complètement. Les personnes atteintes de tétanos ont souvent des spasmes musculaires pouvant fermer complètement leur gorge. Cela complique la respiration et l'alimentation. Les spasmes peuvent être si violents qu'ils fracturent des os. La colonne vertébrale et les os longs sont très sujets aux fractures. Dans les cas graves, les patients tombent dans le coma, et près de 1 sur 10 n'en sort pas vivant. Aux États-Unis, entre 1922 et 1926, le tétanos causait plus de 1300 cas annuels. Après le premier vaccin ciblé en 1938, les responsables de la santé publique ont intensifié la surveillance du tétanos. 60 ans plus tard, en 2000, il ne restait que 41 cas. Mais le tétanos n'a pas disparu. Il représente toujours une menace sérieuse pour les enfants non vaccinés, en particulier les nouveau-nés dont les mères n'ont jamais été immunisées. En 1998, le tétanos a causé la mort de 300 000 nourrissons et 30 000 femmes pendant l'accouchement. Mais ces dernières années, le tétanos revient aux États-Unis,
surtout chez les consommateurs de drogues intraveineuses comme l'héroïne. Bien que les bactéries du tétanos soient les courantes, une infection encore plus répandue mérite notre attention. C'est la numéro 4. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde ont été infectées par l'hépatite B à un moment donné de leur vie. Et pour aggraver les choses, parmi elles, environ 350 millions deviendront porteurs à vie. Bien que les porteurs puissent transmettre l'hépatite B à d'autres, tous ne présentent pas de symptômes. Le danger vient après. Chaque année, plus d'1 million de personnes meurent de maladies et cancers du foie d'usovirus. L'hépatite B se transmet par contact avec les fluides corporels d'une personne infectée. Il peut s'agir de sang, salive, sperme ou liquide amniotique. En effet, on peut naître avec l'hépatite B. Aux États-Unis, chaque année, 1600 à 20 000 femmes porteuses transmettent ce risque à leur bébé. Les personnes sous immunosuppresseurs, surtout ceux bloquant l'attaque du système immunitaire, risquent davantage l'hépatite B, tout comme celles vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine, ou sous dialyse. Actuellement, environ 1,25 million d'Américains sont atteints d'une infection chronique par l'hépatite B, et environ 20% d'entre eux l'ont contractée pendant leur enfance. Près de 25% des enfants infectés à vie par l'hépatite B mourront d'une maladie du foie, à l'âge adulte. Notre prochaine entrée porte sur les maladies infantiles les plus connues. Numéro 3. La rougeole, les oreillons et la rubéole comptent parmi les plus grandes menaces pour les jeunes enfants. Et avant que vous ne disiez que nous trichons en regroupant 3 maladies en une seule entrée, il y a une bonne raison à cela. Elles peuvent toutes être traitées avec un seul et même vaccin. En commençant par la première des 3, la rougeole. Vous l'avez probablement déjà entendu décrire comme une maladie infantile courante. Aux États-Unis, ce n'est pas totalement faux. Avant la vaccination, presque tous les enfants attrapèrent la rougeole. Cela peut d'abord paraître n'être qu'une éruption cutanée, des taches rouges débutant sur le visage puis s'étendant sur le corps. Mais ce n'est pas parce que presque tous avaient la rougeole que tous y survivaient. De 1953 à 1964, on comptait environ 450 décès annuels dus à la rougeole. Aujourd'hui encore, jusqu'à 20% des cas nécessitent une hospitalisation, et environ 17% provoquent d'autres complications comme des infections de l'oreille, diarrhée ou pneumonie. Naturellement, dans ces cas-là, la rougeole peut mettre la vie en danger, la pneumonie étant responsable de la plupart des décès liés à la rougeole. Elle peut aussi causer une encéphalite, un gonflement cérébral pouvant entraîner des lésions permanentes. Cependant, cela reste rare. Aux États-Unis, le vaccin contre la rougeole a réduit le nombre d'infections de plus de 99%. Mais malheureusement, la rougeole n'est pas une maladie du passé. L'une des plus grandes épidémies de l'histoire récente a eu lieu. En 2019, près de 1300 personnes ont contracté la maladie. Les personnes les plus à risque d'attraper la rougeole étaient celles qui n'étaient pas vaccinées. Une population non immunisée contre la rougeole propage rapidement la maladie. Si les vaccinations cessent, plus de 2,5 millions de décès dus à la rougeole pourraient survenir chaque année, tous évitables. Parlons des oreillons, une maladie contre laquelle la plupart sont vaccinés, mais qui peut encore causer des épidémies. Les épidémies d'oreillons surviennent fréquemment lorsque de nombreux individus vivent soudainement dans des espaces confinés, comme les dortoirs universitaires. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2006, lorsqu'une épidémie a balayé les campus, infectant 5800 étudiants dans 15 États. Les symptômes incluent maux de tête, fatigue, fièvre, mais surtout une douleur et un gonflement important des mâchoires et joues. Chez certaines personnes, les oreillons peuvent causer un gonflement douloureux des testicules. Bien qu'il s'agisse normalement d'une maladie virale plus bénigne, il existe des affections plus rares et bien plus graves qui peuvent en découler d'une infection par les oreillons. Avant la vaccination, les oreillons étaient la principale cause de surdité infantile, mais d'autres dangers existaient aussi. Les complications graves incluaient gonflement du cerveau, des nerfs et de la moelle épinière, pouvant entraîner paralysie, crise d'épilepsie et accumulation de liquide sur le cerveau. Et ces effets secondaires plus graves sont plus fréquents chez les adultes que chez les enfants. Une femme qui attrape les oreillons au premier trimestre peut faire une fausse couche, menant à la 3e maladie du trio. Pour compléter la trifecta, il y a aussi la rubéole, ou rougeole allemande, tout comme les oreillons. La rubéole peut avoir des conséquences vraiment graves si une femme enceinte est infectée. Les nourrissons, contaminés par la rubéole de leurs parents, développent le syndrome de la rubéole congénitale, pouvant causer malformations cardiaques, cataractes et surdité.
Avant la vaccination systématique, une épidémie de rubéole a balayé les États-Unis entre 1964 et 1965. Elle a laissé 20 000 nourrissons nés avec le syndrome de la rubéole congénitale, causé plus de 11 000 fausses couches et 2100 décès néonatals. Plus de 3500 nourrissons étaient aveugles et environ 1800 à faire des déficiences intellectuelles. Grâce à la vaccination généralisée, la situation a beaucoup changé. Depuis 1999, environ 40 femmes enceintes aux États-Unis ont contracté la rubéole. Dans la plupart des pays, le vaccin rougeole-oreillon, rubéole, est administré en 2 doses, tôt dans l'enfance, pour développer l'immunité des nourrissons et jeunes enfants. Sinon, la rubéole réapparaîtrait et menacerait plus de grossesse. Les oreillons se propageraient également plus facilement puisqu'ils sont très contagieux, et les cas de rougeole augmenteraient. Sauf que c'est déjà le cas. Les mythes, la désinformation et les programmes de vaccination perturbés ont fait baisser les taux de vaccination contre la rougeole à travers l'Amérique, surtout chez les enfants d'âge scolaire. Aussi récemment qu'en août 2025, il y a eu près de 1400 cas confirmés de rougeole dans 41 États. C'est le nombre de cas le plus élevé depuis l'an 2000. Dans une école au Texas, une épidémie de rougeole a hospitalisé 99 personnes et tué 2 enfants non vaccinés. La rougeole est une maladie hautement évitable. Si 95% des personnes dans une communauté sont vaccinées, alors cette communauté est protégée, y compris les 5% qui ne reçoivent pas le vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Et ce n'est pas la seule maladie potentiellement mortelle qui pourrait faire un retour inquiétant. Numéro 2. La polio et la variole étaient 2 des plus grandes menaces pour la santé publique mondiale. Bien que souvent associées, une seule subsiste. La variole fait partie des rares maladies totalement éradiquées grâce à la vaccination mondiale. La polio persiste et reste endémique dans des pays comme le Pakistan et l'Afghanistan. Le virus de la polio cause une paralysie aiguë et a historiquement laissé des milliers d'enfants handicapés, certains devant utiliser des attelles ou des béquilles, et beaucoup ne pouvant plus marcher. Les survivants de la polio avec des handicaps étaient vus comme les plus chanceux. D'autres étaient incapables de respirer sans l'aide de poumons d'acier, et beaucoup d'autres ne survivaient tout simplement pas. Avant le vaccin contre la polio, les États-Unis enregistraient chaque année 13 000 à 20 000 cas de polio paralytique. En avril 1988, l'Assemblée mondiale de la santé a lancé une mission pour éradiquer la polio mondialement. La vaccination a éliminé le virus de l'hémisphère occidental, de l'Europe et du Pacifique occidental. Le travail n'est pas encore fini. En 1988 environ, 350 000 cas de polio ont été signalés dans 125 pays. En 2006 seul, 2000 cas subsistaient dans 17 pays, et l'Afghanistan, l'Inde, le Nigeria et le Pakistan demeuraient endémiques. Arrêter la vaccination avant l'éradication exposerait à une résurgence, laissant des millions vulnérables au virus paralysant. Et d'une certaine manière, la polio n'est peut-être même pas la maladie la plus extrême qui tente de faire son retour. La première place revient au numéro 1. Bien qu'elle soit rare, la peste ou la peste noire n'a pas disparu. La peste existe sous 3 formes, chacune touchant une zone du corps avec des symptômes spécifiques. La peste pulmonaire touche les poumons et cause souvent essoufflement, toux et douleurs thoraciques. La peste septicémique infecte le sang, provoquant la nécrose des tissus corporels, une forme de lésion cellulaire qui entraîne littéralement la mort des cellules. Enfin, la peste bubonique touche les ganglions lymphatiques et les fait enfler. Elle s'accompagne de symptômes similaires à ceux de la grippe, notamment des maux de tête, de la fièvre et des vomissements. Cela peut aussi provoquer une nécrose, la peau autour du point d'entrée de la Yersinia pestis noircit et meurt. Parfois, les ganglions lymphatiques d'une personne atteinte de la peste bubonique peuvent enfler au point de former des bubons, qui peuvent d'ailleurs s'ouvrir douloureusement. Comme vous le savez, une grande pandémie de peste bubonique a frappé l'Europe médiévale entre 1346 et 1353. Des siècles après, la peste noire demeure parmi les pandémies les plus meurtrières de l'histoire. Elle a causé la mort de 25 à 50 millions de personnes, soit environ la moitié de la population totale de l'Europe à l'époque. La peste pneumonique se transmet par l'air via des gouttelettes, tandis que les pestes buboniques et septicémiques sont généralement propagées par des piqûres de puces ou le contact avec des animaux infectés. C'est pourquoi on dit souvent que la peste noire s'est répandue en Europe via des rats infectés arrivés sur des navires marchands. Mais les rats n'étaient pas les seuls coupables. Les écureuils, les souris et d'autres rongeurs peuvent aussi transporter des puces infectées par la peste, ce qui les rend tout aussi dangereux.
La peste bubonique est la forme la plus fréquente, avec environ 600 cas signalés par an. En 2017, les pays ayant le plus grand nombre de cas étaient la République démocratique du Congo, Madagascar et le Pérou. Mais cela ne veut pas dire que des cas n'apparaissent pas encore occasionnellement ailleurs. Aux États-Unis, des infections de la peste surviennent encore dans les régions rurales. On pense que la maladie circule parmi les populations de rongeurs, en particulier dans les États de l'Ouest. Les antibiotiques modernes soignent la peste, mais elles restent mortelles sans détection et traitement rapide. Sans traitement, le risque de décès peut atteindre 90%. Avec antibiotiques ou prévention, il n'est que de 10%. La vaccination contre la peste n'est habituellement recommandée qu'aux personnes à risque, mais cela pourrait bientôt concerner bien plus de monde. En août 2025, le Nouveau-Mexique a signalé son premier cas humain de peste bubonique. Un homme de 43 ans, hospitalisé, après une probable exposition à des puces porteuses de la bactérie lors d'un camping dans une zone où la peste circule chez la faune sauvage. Ce n'était pas le seul cas de peste contracté en 2025. En juillet, un homme de l'Arizona a contracté la maladie et en est décédé. Les responsables de la santé avertissent les gens d'éviter les rongeurs malades, d'utiliser des insecticides pour empêcher les puces d'entrer dans leur maison et de traiter régulièrement leurs animaux de compagnie pour prévenir l'infection. Si les cas augmentaient et que les États-Unis arrêtèrent les vaccinations, combien de temps avant une conséquence indésirable de la peste noire ?